Bonjour à tous, moi je suis Vincent Mirzayan, je suis architecte cybersécurité chez MDA. Aujourd'hui je viens vous parler d'authentification sans mot de passe ou ce qu'on appelle plus communément le passwordless. Pourquoi j'ai proposé ce talk? Tout simplement parce qu'en fait, si parmi certains d'entre vous faites un peu de veille cybersécurité, l'authentification sans mot de passe ou le passwordless, on en parle de plus en plus. On voit régulièrement des articles arriver dans la presse. Google lance du passwordless, GitHub le fait, LastPass, OnePassword, et à tous ces grands acteurs qui commencent à nous dire pour accéder à mes services, vous n'avez même plus besoin de mot de passe, c'est encore plus facile. Regardez, donc là l'objectif de ce talk, ça va être un peu de démystifier ce qu'on appelle l'authentification sans mot de passe, démystifier le passwordless, de regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot et de comprendre voilà, la tech qu'il y a derrière tout ça. Quelques concepts, l'authentification, c'est vérifier qui accède à votre service, qui accède à votre application. Pour ainsi dire, vérifier qui est derrière l'écran. L'autorisation, c'est vérifier, une fois que la personne a été authentifiée, je vérifie qu'est-ce qu'elle a le droit de faire sur mon application. Donc quand on parle d'authentification sans mot de passe, ça veut dire je m'assure, j'ai vérifié qui est derrière l'écran, mais je n'ai pas eu besoin de lui demander de mot de passe. Donc comment on fait? En entreprise, aujourd'hui, sûrement dans vos entreprises actuelles, on retrouve différentes méthodes d'authentification. Le traditionnel login mot de passe, du Kerberos, ça se base sur la session Windows. On retrouve de l'authentification forte, du code OTP reçu par mail, par SMS, sur une appli mobile, de la carte à puce, etc. Mais finalement, le message, c'est de dire qu'aujourd'hui, en entreprise, le login mot de passe, ça reste le moyen d'authentification qu'on retrouve le plus souvent. Par contre, ce mot de passe, il a quand même pas mal de problèmes. C'est quand même un des premiers vecteurs de fraude de compte, de vol de compte, de brèches sur des machines, etc. Et en plus de ça, ça coûte cher à l'entreprise. Les gens, quand ils partent en vacances, ils reviennent, leur mot de passe a expiré, il faut appeler le helpdesk, ça prend du temps, ça génère de la frustration utilisateur. Et en plus, en parlant de frustration utilisateur, on sait que les utilisateurs ont tendance à toujours utiliser le même mot de passe à travers leur service. Le mot de passe qu'ils utilisent dans leur vie privée, ils vont le réutiliser sur leur vie professionnelle. En entreprise, on nous demande des politiques de mot de passe à rallonge, il faut des caractères spéciaux, on n'a pas le droit d'utiliser tel terme, ça devient quand même assez frustrant pour des utilisateurs qui ne sont pas aguerris à l'IT. On demande aux employés de changer de mot de passe tous les X mois, on sait très bien que ça ne marche pas puisque les gens vont simplement rajouter 1, 2, 3, 4 à la fin du mot de passe et c'est reparti pour 6 mois. Et enfin, on sait que voilà, le mot de passe est sensible au phishing, c'est-à-dire je peux piéger des utilisateurs à saisir leur mot de passe sur un site qui est un site d'un attaquant. Et enfin, c'est sensible au brute force également. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet de l'authentification sans mot de passe. Et je vais présenter l'Alliance FIDO. L'Alliance FIDO, c'est un consortium d'entreprises. Dedans, on retrouve des très grands noms. Apple, Amazon, Intel, Microsoft, etc. L'objectif de ce consortium, c'est de définir les technologies, les standards qui vont offrir une alternative au mot de passe. FIDO, c'est pas un protocole, c'est pas une spec, c'est pas une techno, c'est un working group, c'est des entreprises qui se rassemblent, qui travaillent ensemble pour définir les nouvelles technos pour proposer une alternative au mot de passe. Par contre, FIDO, ça a donné naissance à FIDO 2. FIDO 2, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, à la place d'utiliser le mot de passe, on va utiliser ce qu'on appelle des authenticators. Qu'est-ce que c'est que des authenticators? Vous avez votre site web à droite. Les utilisateurs vont accéder à votre site web depuis un navigateur. Les authenticateurs, on va en retrouver de deux sortes. Pour vous authentifier, je vais utiliser des authenticateurs internes. Ça veut dire que je vais utiliser un moyen d'authentification intégré au device que j'utilise pour accéder au site web. Par exemple, le Face ID de mon iPhone, si j'accède à l'application via un iPhone, le code PIN de mon téléphone, l'empreinte digitale. Ou alors, ça peut être des authenticateurs externes à gauche. Ça veut dire là, je vais utiliser un device externe au device que j'utilise pour accéder à l'application. Ça peut être une petite clé USB de sécurité, peut-être certains d'entre vous ont des YubiKey, voilà, c'est exactement ça. Je peux utiliser mon smartphone, je peux utiliser une carte NFC, etc. FIDO 2 a spécifié deux spécifications, deux protocoles qui nous permettent de faire en sorte que tous ces mondes discutent. WebAuthn, qui va permettre à l'application web de discuter avec le navigateur et le navigateur de discuter avec les authenticateurs internes. Et le protocole CTAP qui va permettre au navigateur de discuter avec les authenticateurs externes. Nous, on va surtout s'attarder sur WebAuthn, on ne va pas trop s'attarder sur CTAP. Qu'est-ce que c'est que WebAuthn? WebAuthn, tout simplement, c'est des nouvelles fonctions JavaScript qui sont disponibles aujourd'hui dans les navigateurs. C'est une nouvelle API JavaScript, c'est des nouvelles API JavaScript. Alors, qui sont plus si nouvelles que ça aujourd'hui. Au même titre que quand vous vous inscrivez sur un site web, en fait, vous définissez un compte, vous mettez votre nom, votre prénom et vous définissez un mot de passe. Et là, vous allez, avec le passwordless, vous allez devoir enregistrer un authenticateur pour votre compte. Donc, ça va passer avec une méthode qui s'appelle navigator.credentials.create qui va permettre à votre navigateur d'interagir avec un authenticateur et de permettre à votre site web de l'enregistrer pour le compte de l'utilisateur qui s'enregistre. Et enfin, pour l'authentification, ça va passer par navigator.credentials.get pour authentifier un utilisateur avec son authenticateur. Si on fait un petit peu de détail, finalement,
un authenticateur externe, comment ça fonctionne? J'accède au site web, la première étape. Mon site web appelle navigator.credentials.get. Je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va m'inviter à insérer mon authenticateur externe. Là, en l'occurrence, c'est une clé USB de sécurité, une YubiKey. Je vais l'insérer et je serai directement authentifié. Ça, c'est l'authentification avec un authenticateur externe. Avec un authenticateur interne, c'est pareil. J'accède au site web. Le site web appelle navigator.credentials.get. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, mais là, je vais utiliser l'authenticateur interne, donc un moyen qui est intégré au device. Donc là, ça va être le code PIN de Windows Hello, le code PIN que j'ai pour débloquer ma session Windows. J'utilise ce code PIN et je vais être authentifié à l'application. Il y a une démo à la fin, vous allez voir comment ça fonctionne un peu plus de manière dans la réalité. Forcément, ces fonctions JavaScript que je présente, vous ne pouvez pas juste les appeler comme ça, elles prennent beaucoup d'options. Par exemple, pour enregistrer un authenticateur, vous avez pas mal d'options que vous pouvez passer. Vous pouvez dire quel type d'authenticateur vous voulez enregistrer, si c'est forcément un authenticateur interne ou un authenticateur externe. Vous pouvez définir pour quel site web vous voulez l'enregistrer, vous pouvez définir pour quel utilisateur, etc., etc. Donc, il y a pas mal d'options. Et là, on va faire un petit deep dive sur comment vraiment les échanges fonctionnent. Finalement, le message à retenir de cette slide, parce qu'il y a quand même pas mal de flèches, c'est que tout repose sur la signature électronique, sur des couples de clés privées, clés publiques qui viennent signer des datas. La première étape, elle commence pas à gauche, elle commence à droite. J'ai mon application qui génère un challenge, qui va le renvoyer à mon navigateur. Mon navigateur va passer ce challenge à la fonction navigator.credentials.create. Ça va envoyer ce challenge à mon authenticateur, qui peut être interne ou externe. Mon authenticateur va générer un couple de clés privées, clés publiques, pour ce site web auquel j'essaie d'accéder. Le couple clé privée, clé publique va être stocké dans l'authenticateur. L'authenticateur va signer des données, les renvoyer à mon navigateur, qui va les renvoyer à mon application et qui va pouvoir enregistrer l'authenticateur grâce à son identifiant de clé et à sa clé publique. Donc finalement, tout repose sur de la signature. Si je continue, pour l'authentification, donc là j'ai enregistré un authenticateur pour un compte utilisateur, je l'ai enregistré, maintenant on va devoir l'authentifier. Donc là ça passe par la fonction credentials.get qui prend différentes options, il y en a même plus que ça. Mais voilà, par exemple on va passer le site web pour lequel il accède et un challenge. Donc si on reprend, on recommence toujours à droite. Mon application, quand elle veut authentifier un utilisateur, elle envoie le challenge. Le challenge est envoyé au navigateur qui l'envoie à l'authenticateur qui va pouvoir utiliser la clé privée que l'authenticateur avait enregistrée 2 slides précédentes, signer les données, les renvoyer au navigateur qui va les renvoyer au site web qui va pouvoir du coup valider la signature grâce à la clé publique qu'elle avait enregistrée juste avant pour valider l'authentification. C'est ça, une cinématique FIDO2 sans mot de passe. Allez, on va passer une petite démo pour que ce soit un peu plus réaliste. Je suis sur un site web. Donc là, je suis sur un site web, je ne suis pas authentifié. Donc je vais indiquer que je veux m'authentifier. Là, j'ai même pas de compte utilisateur. On me demande un email, un mot de passe, j'en ai même pas. Donc je vais commencer déjà par me créer un compte. Ok. Nom, prénom, voilà, tac. Bon, une adresse mail. Je définis un mot de passe, mais on n'en veut plus des mots de passe, mais bon, je le saisis. Super. Vous avez vu, c'est un vrai truc. Hein. Voilà. Dans mon parcours d'enregistrement, je demande à mes nouveaux utilisateurs d'enregistrer une clé de sécurité. C'est moi qui l'ai décidé, ça peut se faire de manière différente, mais là, moi je décide que mes nouveaux utilisateurs, ils vont s'enregistrer. Ils vont enregistrer une clé de sécurité passwordless. Donc je fais register. Là, quand j'ai cliqué sur register, ça a appelé navigator.credentials.create. C'est ça qui s'est passé, il n'y a rien de magique. Ça a fait apparaître cette fenêtre. Derrière, ça me demande quel type d'authenticateur je veux utiliser. Ça me demande si je veux utiliser mon téléphone portable. Moi, je vais dire, je vais utiliser un authenticateur interne. Je vais utiliser Windows Hello. Donc là, je vais faire la reconnaissance faciale, parce que c'est ça que j'ai configuré sur mon poste de travail. Je vais faire OK. Voilà, j'ai été enregistré et en même temps, j'ai été authentifié de manière automatique. Bon, là, c'était à la création. Bon, je vais me log out, on va refaire depuis le début. Maintenant, je veux m'authentifier. Donc là, je me suis déconnecté, je veux me réauthentifier. Là, on me demande un email, un mot de passe. Je ne veux plus utiliser de mot de passe. Donc, je vais utiliser une autre manière de m'authentifier. Je vais dire que je vais utiliser ma clé de sécurité. Et là, quand j'ai cliqué sur Sign in with Security Key, ce qui s'est passé, c'est que ça a appelé navigator.credentials.get. D'accord ? L'autre fonction qui, cette fois, permet d'authentifier. Je vais dire, je veux faire du Windows Hello. Je vais faire la reconnaissance faciale. Voilà. Et voilà, ça m'a authentifié.
sans mot de passe. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ça m'a authentifié sans mot de passe, ça m'a authentifié sans login non plus. Je n'ai même pas eu à saisir de username. En fait, aujourd'hui, on ne parle plus forcément que de passwordless, on parle aussi de cinématique usernameless. J'ai même plus besoin de saisir un login, ni de mot de passe. Donc ça montre aussi la puissance un peu de ces nouvelles technologies. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, forcément, je vous invite à aller lire les spécifications WebAuthn. C'est assez long, mais c'est toujours intéressant. Forcément, FIDO2, il y a aussi une autre problématique. Là, je vous ai montré une authentification à un site web avec la reconnaissance faciale de mon poste. C'est un facteur d'authentification. C'est un facteur biométrique, c'est un facteur. Mais je peux aussi utiliser FIDO2 en deuxième facteur. Je pourrais potentiellement continuer à utiliser le login mot de passe plus reconnaissance faciale en MFA, en Multi-Factor Authentication. Quand je me suis authentifié avec ma reconnaissance faciale, comme on l'a vu dans le schéma d'avant, ce qui s'est passé, c'est que mon poste de travail, il a généré un couple de clés privées, clés publiques, qui s'est stocké dans mon device, qui s'est stocké dans mon PC. Mais du coup, la clé privée, elle est dans mon PC. Qu'est-ce qui se passe si demain je veux accéder au même site web avec mon téléphone? Mon téléphone, il n'a pas la clé privée pour me faire du passwordless. Et ben, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle Passkey qui a été introduite pour régler ce type de problème, qui a été introduite par l'Alliance FIDO toujours, pour justement permettre la réplication de ces clés privées, de ces clés FIDO pour tous mes différents devices. Je vais enregistrer une clé sur un premier device et elle va être répliquée sur tous mes différents appareils, grâce à différents moyens, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et enfin, la partie, je pense, la plus intéressante, c'est forcément en entreprise. Comment on fait pour se débarrasser du mot de passe en entreprise? Forcément, je veux distribuer des authenticateurs à mes employés, je veux distribuer des YubiKey. Comment ça fonctionne? Quel process d'achat je mets en place? Comment je fais si mes utilisateurs ils oublient ou ils perdent leurs clés? Comment je les accompagne au changement? C'est pas simple, hein. Il y a des gens qui sont pas vraiment aguerris à l'IT, donc ils ont plutôt l'habitude d'utiliser des mots de passe. Comment ça marche? Et donc voilà, c'est aussi des éléments. S'il y en a que ça intéresse de travailler sur ces sujets, n'hésitez pas à passer me voir tout à l'heure. Je serais ravi de discuter avec vous. Donc merci beaucoup. C'est la fin de mon talk. J'ai une question. Avant, en fait, on se contentait entre guillemets de stocker finalement le login, mot de passe. Là aujourd'hui, pour chaque périphérique d'utilisateur, il va falloir en plus stocker sa signature, en fait, tout ce qui a été renvoyé par tout ça, ouais. Donc du coup, à chaque fois, là, si je suis sur mon téléphone, je vais avoir une signature particulière. Si je suis sur mon ordinateur, une autre, etc. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors justement, là, le point, c'était le point de Passkey que j'ai abordé tout à l'heure. Effectivement, là aujourd'hui, tu vas t'authentifier avec ton PC, ça va générer une entrée sur ton application que tu vas devoir stocker. Tu vas t'authentifier, tu vas t'enregistrer avec ton téléphone, ça va régénérer une entrée à cette étape-là. Mais aujourd'hui, avec Passkey, tu vas générer une première entrée avec ton PC et cette même entrée va être répliquée sur tes différents devices. Donc en fait, ça va être toujours que tu accèdes via ton PC, ton smartphone ou un autre smartphone d'entreprise. C'est toujours la même clé publique que tu auras stockée une première fois qui va te permettre de valider l'accès via les autres devices. Donc Passkey est venu là. Passkey, ce n'est pas arrivé tout de suite. Quand l'Alliance FIDO a développé FIDO2, Passkey, ça n'existait pas. Alors, effectivement, il y avait ce problème de devoir forcément se réenregistrer avec tous nos devices. C'était un peu problématique. Donc, ils ont introduit Passkey justement pour permettre la réplication de ces clés à partir sur l'ensemble des devices, pour simplifier la gestion côté appli. Pour sans login, du coup, si jamais je m'enregistre 2 fois sur le site, le protocole permet vous avez 2 clés différentes sur le même device, laquelle vous voulez utiliser? Oui, tout à fait. Là, en fait, je peux te refaire une petite démo. Tac. Tac. Non, pas là. Là, je vais me relog out. Je vais faire sign in, tac, security key, hop. Là, il faudrait que je fasse un deuxième compte. En fait, si j'avais enregistré, là vu que j'ai qu'une seule clé, il ne me la propose pas, mais si j'avais plusieurs clés ici, tu verrais, là c'est pour mon adresse Gmail, ça c'est pour mon autre adresse mail, mon autre identifiant, mon autre login, etc. En fait, tu aurais une liste et tu sélectionnerais pour quelle liste, pour quel identifiant tu veux t'authentifier. Et du coup, pour Passkey, si je me fais voler mon téléphone et quelqu'un arrive à retrouver les clés parce que c'était mal sécurisé, du coup, si on doit révoquer, on révoque tous les devices ou c'est pas vraiment une copie et on peut juste, il est plus fonctionnel, te connecte plus avec, mais... Forcément, le but, ça va être de révoquer ce que tu auras enregistré dans tes applications pour pouvoir éviter que quelqu'un qui aurait usurpé ton téléphone. Après, ce qu'il faut savoir aussi, ça je ne l'ai pas dit forcément, mais la clé privée qui est là-bas,
elle ne se débloque pas toute seule. En fait, quand les données sont envoyées à l'authenticator, pour que la clé privée puisse signer les données et les renvoyer vers le site, bah, il faut un facteur d'authentification. Moi, c'est la reconnaissance faciale. C'est-à-dire tu voles mon PC, bah, la reconnaissance faciale ne va pas marcher, tu ne vas pas pouvoir t'authentifier en mon nom pour accéder au site. De la même manière que pour le PIN ou l'empreinte digitale. C'est-à-dire si quelqu'un vole ton téléphone, il ne faut pas se dire ça y est, il va commencer à accéder au site web en mon nom, parce que bah, en fait, le facteur d'authentification qui permet à l'authenticateur de débloquer la clé publique, bah, en fait, il ne va pas fonctionner. Mais effectivement, tu te fais voler ton téléphone, bah, je te recommande quand même de commencer à tout resetter sur l'ensemble de tes services les plus importants, bancaires, mail, etc. parce que c'est quand même plus prudent. Du coup, si je le fais, il faut que je me réenregistre avec un autre device en même temps parce que c'est la clé qui est révoquée. Okay. Merci. Comment est-ce que on se projette sur le paysage de l'authentification? Parce que j'ai l'impression que ça pourrait être une alternative au SSO. On se dit, si mes utilisateurs, je leur demande tous de se connecter via Google, je leur ai jamais demandé leur mot de passe. Est-ce que c'est deux trucs qui vont être complémentaires ou est-ce qu'il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre? En fait, c'est des choses qui vont être complémentaires. Effectivement, tu as raison. En entreprise, je parle, si on prend le contexte d'une entreprise, tu ne vas pas enregistrer ton facteur passwordless sur chacune des applications de l'entreprise. Ça n'a pas de sens. Il y a des milliers d'applications en entreprise, tu ne vas pas t'amuser à onboarder ta reconnaissance faciale, à avoir des milliers de clés privées sur ton poste de travail pour accéder à l'application qui te permet de poser des congés, à accéder à ta fiche de paie, à accéder à différentes applications d'entreprise. En entreprise aujourd'hui, je pense que si vous travaillez au moins dans des grandes entreprises, c'est souvent le cas, il y a déjà un système d'authentification centralisé qui existe, ce que tu appelles un SSO ou un Identity Provider. Selon les entreprises, il y a plein de termes qui existent. Et en fait, c'est sur ce SSO-là que tu vas permettre l'authentification passwordless. En fait, ici, au lieu de website.com, tu mets sso.monentreprise.com. C'est ici souvent, tout le temps, c'est au niveau du SSO de ton entreprise que tu vas permettre un nouveau moyen d'authentification. Tu vas dire, OK, je ne permets plus le login mot de passe. Maintenant, c'est du facteur passwordless. Et en fait, toute la cinématique que tu vois ici, c'est plus avec les applications, mais c'est avec le SSO de ton entreprise qui te permet derrière d'accéder aux différentes applications. J'ai répondu à ta question? Donc en fait, pour répondre à ta première question, non, ce n'est pas à la fin des technologies SSO. Finalement, le passwordless, c'est une nouvelle méthode d'authentification. Il faut vraiment le voir comme ça. Avant, on avait le login mot de passe, on avait le login mot de passe plus MFA, etc. En fait, le passwordless, c'est une nouvelle méthode d'authentification qui vient se rajouter en plus dans tes possibilités de moyens d'authentification que tu vas offrir à tes utilisateurs. La question était, est-ce que ces nouveaux moyens d'authentification permettent de réduire le phishing? En fait, c'est vraiment dans la. Si tu visites le site de l'Alliance FIDO, c'est vraiment le mot maître, quoi. On veut une alternative au mot de passe qui est résistant au phishing. Parce que justement, avec ces nouveaux moyens d'authentification, c'est parce que c'est dû au fait que tes devices vont générer un couple de clés privées, clés publiques par service que tu vas accéder. Tu vas accéder à un premier site web, à un deuxième site web, à un troisième site web. C'est pas la même clé privée qui est utilisée par ton PC ou par ton téléphone pour signer les données vers le site web. Donc en fait, si tu te fais piéger vers un faux site web de ta banque, en fait, tu vas peut-être enregistrer un facteur passwordless pour accéder à un faux site web, mais l'attaquant, avec les données qu'il va recevoir, il ne va pas pouvoir usurper ton identité pour accéder au vrai site de la banque, contrairement au mot de passe. Si je reviens ici, tu vas lui envoyer ces données-là, ce truc-là, il ne peut rien en faire. Ce truc-là, c'est une clé publique qui correspond à son faux site d'attaquant. L'attaquant ne va pas pouvoir réutiliser ça pour accéder au vrai site de la banque. Donc oui, effectivement, c'est tout le but de l'Alliance FIDO, on veut une alternative au mot de passe résistant au phishing.